tous, nous voici réunis pour une seconde chronique avec Jacques Gauthier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Il va nous parler cette fois-ci des suites du premier épisode. Le premier épisode, on a compris ce qu'était la gastronomie, on a compris d'où venaient les restaurants, quand les restaurants étaient apparus, mais qu'est-ce qui fait que la France est devenue une sorte d'emblème de la gastronomie? Est-ce qu'il y a des raisons précises à cela? Alors il y a une convergence extraordinaire de trois personnages qui, à cette époque, ont mis en scène la gastronomie en France. Et on est à peu près à quelle période? Donc là, au début du on 19e. Alors on est en 1795 à peu près. Les personnages se chevauchent. Ouais. On va avoir des personnages de l'Ancien Régime, du Nouveau Régime. Il va y avoir d'une part un cuisinier extraordinaire qui est Antonin Carême, dont je vais dire quelques mots. Ensuite, il y a eu un metteur en scène qui est Grimaud de la Reynière, qui a mis en scène vraiment la restauration de l'époque. C'était l'inventeur du premier guide gastronomique. On parlait la fois d'avant du guide Michelin, on en reparlera une autre fois également. Et puis, il y a eu une espèce de philosophe qui a donné une nature à travers un roman héroïco-comique qui s'appelle La physiologie du goût, qui est Brillat-Savarin. Donc, ces trois personnages, tout d'un coup, vont faire une identité. Et comme l'a dit, je crois, Toussaint dans un de ses livres, finalement, la gastronomie n'avait pas de sujet d'expression. C'était un thème, mais finalement, elle a eu sa représentation réelle à ce moment-là. D'accord, par la conjonction de ces trois personnages. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces trois personnages? Alors, Antonin Carême, c'est vraiment l'enfant de la Révolution. C'est un garçon qui est abandonné à l'âge de 12 ans sur les remparts de la ville de Paris en construction par une famille de 13 enfants. Et puis, au lieu de s'inscrire dans les chantiers, il va pousser la porte d'une gargote et il va avoir tellement de bonne volonté qu'il va être embauché là. Comme marmiton. Et puis, il est un esprit très curieux et il va aller dans la bibliothèque à côté, il va essayer d'apprendre à lire, à écrire tout seul. Et comme il n'a pas grand-chose sous la main, il va apprendre à travers les livres d'architecture. Donc, il va dessiner et lire les temples grecs, les forums romains. Et il va essayer de mettre en masse-pain, en pastillage, ce qu'il voit. Et c'est tellement bien réussi qu'il est pris par Bailly, qui est l'espèce d'Aloyau, la durée, tout ce qu'on veut de l'époque, qui dit il est très bien jeune garçon, on va le prendre rue Vivienne, et il va commencer à faire des ouvrages de pâtisserie qui n'existaient pas. Et le hasard, faisant bien les choses, Talleyrand va passer devant et il va voir d'emblée l'intérêt de ce personnage-là, il va dire moi je le veux pour ma cuisine. Et c'est comme ça que Antonin Carême va suivre Talleyrand pendant toutes ces pérégrinations de l'Empire, de la Révolution, de la Poste, du Post-Empire, puisqu'il sera ensuite au fourneau de Rothschild. Il a suivi Talleyrand en Italie ou des choses comme ça ou... Ah ben, il a été réclamé partout, non seulement a suivi Talleyrand, mais son talent était tel, c'est que partout où il passait, on le voulait, on le réclamait. Donc il a été faire le mariage du roi Jean d'Angleterre. Alexandre Ier ou Alexandre II a exigé qu'il soit présent pour faire les restaurations. C'était l'Europe avant l'heure. C'était l'Europe avant l'heure, on l'a dit, c'est le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois. Et comme l'Europe avançait, elle est passée à l'heure industrielle, ça a été très très vite. Il est mort au fourneau des Rothschild qui l'ont arraché et à ce moment-là, ils lui ont laissé libre cours pour écrire et lui s'est mis à écrire beaucoup. Voilà, donc il a suivi les personnages. On a même pensé à un moment qu'il pouvait être un agent secret parce que quand Talleyrand était à Vienne, que Louis XVIII lui demandait mais qu'est-ce que je dois vous envoyer? Il lui a répondu mais des casseroles. Et ça s'est passé comme ça que dans le congrès, Talleyrand invitait tout le monde. Comme il l'avait fait pour Napoléon Ier, qui n'était pas tellement adepte des repas, et donc il avait demandé à Talleyrand et à Cambacérès d'organiser les repas dans lesquels il passerait sa politique. Alors quand on disait quand on voulait manger vite, on allait chez Napoléon, quand on voulait manger mal, on allait chez Cambacérès, quand on voulait manger bien, on allait chez Talleyrand. Et donc il faisait 2 repas de à peu près 25-60 personnes, parfois plus, par semaine pour diffuser
la politique de l'Empire. Et c'est comme ça qu'il s'est fait. Diplomatiques. Les repas diplomatiques. Ouais. Et donc sa carrière s'est basée là-dessus, et Talleyrand était indissociable d'Antonin Carême. Voilà. Qui est mort jeune quand même, hein, qui est mort à 53 ans, comme beaucoup de gens de l'époque. Hein. C'est une concentration d'aventure, une concentration d'histoire, mais aussi un temps bref et raccourci. Alors, donc, Carême, La Reynière. Alors, Grimaud de La Reynière, alors lui, c'était un fils de fermier général qui a échappé miraculeusement à la décapitation, comme son père d'ailleurs, qui s'est juste étouffé peu de temps après en mangeant, peu de temps avant, je veux dire, en mangeant. Et donc, lui, il était né difforme. C'était un grand problème, donc il a été renié par sa famille. Il a même eu des lettres de cachet contre lui. Il avait une main qui était terminée par une corne et l'autre par une pince de homard. Et donc, il avait très peu de possibilités de motricité, et il a pris le sens de la langue, y compris auprès des courtisanes, et il était célèbre pour sa manipulation de la langue. Mais surtout, il était extrêmement riche, puisque son père avait fait construire ce qui est aujourd'hui en bas des Champs-Élysées, l'ambassade américaine, donc c'est vraiment un endroit prestigieux. Et c'est là qu'il faisait ses repas, et il s'est voulu être un passeur entre l'ancienne monarchie auquel il avait contribué, et puis tous ces nouveaux riches qui finalement savaient très peu comment il fallait faire pour manger, pour inviter. Et donc il a fait un véritable code qui ne s'est pas promu un tel succès. Il a fait le code de l'amphitryon, c'est savoir comment recevoir, de quoi parler, faire une visite d'entrée, une visite de sortie. Oui, il a fait évoluer le régime. Avant on mangeait à la française avec un plat et les gens se servaient au fur et à mesure. Là, il a dit c'est fini, on a pris le service à la russe où chaque plat arrive l'un après l'autre, tout le monde est servi pareil, mais il s'est occupé également de l'administration des cuisines. Et puis il a eu l'idée originale qui est bien reprise depuis, c'est-à-dire finalement on va mettre un nom à chaque plat et on va les comparer. Et donc dans un des restaurants qui est apparu à l'époque de la Révolution, qui était le Rocher de Cancale, eh bien, il a fait son jury dégustateur. Et là, il présentait ses plats, on leur donnait des notes. C'est vraiment le début de la critique gastronomique. C'est le début de la critique gastronomique, la mise en scène, la critique, et finalement la divulgation de plats connus et nommés. Et alors, le troisième personnage, Brillat-Savarin. Alors, Brillat-Savarin, lui, c'était il s'appelait Brillat, il s'est appelé Savarin pour hériter de sa tante, à condition qu'il accole son nom. C'était un avocat du budget de la région de Belley, dont le père était maire de la région, qui est devenu maire. Et sous la Révolution, il était nommé aux États généraux pour représenter le tiers-État. Et il a eu beaucoup de génie, c'est qu'il a vu que finalement c'était quand même très dangereux. Et donc, dès que la terreur est arrivée, il s'est sauvé en Suisse, puis aux États-Unis. Et quand c'était apaisé, il est revenu. Et pendant toutes ces périodes de sa vie, il a écrit un unique ouvrage. Enfin, il a écrit des ouvrages d'avocat, bien sûr, des requêtes, des choses là. Mais il a écrit un ouvrage qui va faire sa célébrité, qui est La physiologie du goût. Ouais. C'est écrit sur le ton héroïco-comique. La particularité, c'est que c'est paru en 1825, donc on est un petit peu en dehors de la période des 50 ans que j'évoquais, mais en revanche, il a construit durant toute sa vie. Ça commence par des aphorismes célèbres qui sont encore restés, dont, par exemple, on fait plus pour le genre humain en découvrant un nouveau plat qu'en allant découvrir une planète. Un repas sans fromage, c'est comme une belle qui a perdu un œil. Il en a fait des aphorismes d'entrée dans son livre. Et ensuite, il raconte un petit peu, avec parfois prétention, quand il veut faire une chaire de la gastronomie en France. Et c'est vraiment très agréable à lire. Ça vient d'être republié et je vous invite à se plonger dedans. On y découvre plein d'anecdotes. C'est beaucoup d'anecdotes sur la nourriture de cette époque. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup Jacques. J'ai appris vraiment plein de choses. Je ne doute pas que nos amis qui nous regardent, qui te regardent, auront appris aussi beaucoup de choses. Et bien, on va essayer de continuer ces chroniques tout au fil de cette année, et même si Dieu nous prête. Avec plaisir.